Le régime iranien est en train de brûler. Le détroit d'Ormuz est sur le point d'exploser. Mais qu'est-il arrivé au front de Gaza de l'Iran? Khaled Abou Touameh. Avons-nous oublié Gaza? Il y a une guerre menée par le régime iranien là-bas, à la frontière sud d'Israël, et tout le monde parle de Téhéran, du reste de l'Iran, du détroit d'Ormuz, de l'île de Karg. C'est là que toute l'action semble se dérouler. Qu'est-il arrivé à Gaza? N'est-ce pas incroyable, Dan, que, tu sais, personne ne parle de Gaza ces jours-ci? Tu te souviens, je veux dire, pendant les 2 dernières années, 2 ans et demi, nous parlions tous de Gaza. Toute l'attention était portée sur le Hamas, sur ce qui allait se passer, le plan de paix de Trump, le Conseil de la paix, le gouvernement technocratique. Et puis arrive la guerre avec l'Iran et l'attention internationale se concentre sur l'Iran et ignore complètement Gaza. Maintenant, ce qui se passe à Gaza, c'est que, vous savez, nous entendons tous ces rapports sur le Hamas qui reprend le contrôle de Gaza, le Hamas qui nomme des gouverneurs, le Hamas qui se réarme, qui se regroupe. Il envoie même, vous savez, ses policiers et ses véhicules patrouiller dans les rues de Khan Younes, dans ce cas. Mais le Hamas est en fait très content. Vous savez, personne ne parle de Gaza. Qu'est devenu le gouvernement technocratique? Où est-il passé? On n'en parle même plus. Et c'est quelque chose de bien, d'une certaine manière, je veux dire, si vous y réfléchissez, la guerre en Iran a relâché la pression sur le Hamas et personne ne parle de Gaza. D'accord, c'est mauvais pour les Palestiniens vivant à Gaza, mais jusqu'à présent, il semble que la communauté internationale ait oublié. Maintenant, si cela continue, alors ce sera un gros problème parce qu'il faut maintenir l'élan. Et si vous perdez l'élan, alors vous savez, le Hamas créera une nouvelle réalité. Le Hamas émergera comme le seul gouvernement fonctionnel ou opérationnel à Gaza, et c'est ce que nous voyons en ce moment. Vous savez, Khalid, en coulisses, je veux aider nos téléspectateurs à comprendre la ruse de la stratégie globale du régime iranien. Vous savez, l'Iran est en flammes. The, L'opération Lion rugissant d'Israël et ce qu'ils appellent l'opération Fureur épique des États-Unis travaillent main dans la main, très efficacement. Ils ont mis en pièces le régime iranien. L'inventaire des missiles balistiques est tombé à moins de 1000 contre 3000 auparavant. Il ne reste presque plus de lanceurs. Des milliers d'officiers du régime, de structures de commandement et d'agents ont été éliminés. C'est donc là que s'est trouvé le principal théâtre de la guerre. Mais maintenant, nous nous déplaçons vers le détroit d'Ormuz, où le régime iranien joue un jeu extrêmement risqué. Cela s'appelle la guerre d'usure économique. Ils n'ont plus beaucoup de navires. Les États-Unis ont coulé plus de 90 navires iraniens, allant des poseurs de mines aux navires de guerre. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est lancer ce qui leur reste de missiles balistiques. Une ici, une autre mine explose là-bas, une autre roquette ici, un autre drone là-bas, assez pour que tout le monde reste sur le qui-vive. Une guerre d'usure. Absolument. Maintenant, l'autre guerre d'usure se déroule à Gaza. Voilà comment fonctionne le régime iranien. C'est un autre front du régime iranien. Les gens semblent l'oublier. Ils pensent que le Hamas mène une guerre distincte. C'est une pieuvre. Souviens-toi, tu avais l'habitude de la décrire comme une pieuvre. C'est ça. L'Iran a de nombreux tentacules et il utilise ou active ces tentacules en fonction de ses intérêts. En ce moment, il utilise le Hezbollah au Liban et il garde le Hamas, les Houthis et le djihad islamique palestinien tranquille. C'est comme s'il disait « Attendez, ce n'est pas encore votre tour ». C'est ça. Attendez. Mais vous savez, le régime iranien est très rusé, comme vous l'avez dit. C'est un régime terroriste et c'est ce que font les terroristes. C'est une manipulation. C'est un régime qui pense de façon mafieuse. Et pour eux, ils savent que plus cela dure, plus le temps joue en leur faveur. Le temps est de leur côté. Et c'est une guerre d'usure. Ils peuvent faire traîner cela pendant des dizaines d'années. Un responsable iranien a déclaré que, vous savez, nous pouvons continuer comme ça pendant 10 ans, cela ne nous pose aucun problème. Ils savent que l'opinion publique en Israël et en Amérique ne le tolérera pas, que les gens vont commencer à perdre patience. Commencez à perdre patience parce que si on regarde les prix de l'essence de vendredi, ils ont augmenté en moyenne de 75 cents par gallon
soit presque 30% par rapport à ce qu'ils étaient les jours précédents. Et les prix du pétrole, le prix du baril de pétrole a de nouveau dépassé les 100 dollars. Ils étaient revenus dans les 80 dollars. Ils remontent à 100. Et comme tu l'as très bien dit, Khaled, le peuple américain n'a pas ce genre de patience djihadiste, Dieu merci, d'un côté. Mais d'un autre côté, c'est justement la nature du djihad. Il n'y a pas d'obstacle à la poursuite d'une guerre. Dans la pensée occidentale, on dit « attends une seconde ». L'économie de l'Iran est en chute libre. Il n'y a pas d'eau. Leur peuple a faim. La monnaie ne vaut plus qu'une fraction de sa valeur d'il y a quelques semaines. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Il ne s'agit pas de remplir le réservoir d'essence. Il ne s'agit pas de choses matérielles. Il ne s'agit pas d'une économie. C'est un état d'esprit djihadiste que beaucoup de gens en Occident ne comprennent pas. Et la bannière de ces djihadistes a toujours été une citation du Coran qui dit « Dieu est du côté de ceux qui sont patients ». Et vous savez, c'est un verset très célèbre du Coran. Il l'utilise tout le temps. C'est-à-dire que nous ne mesurons pas le temps en semaines ou en mois. Cela peut être, vous savez, 10 ans, cela peut être 100 ans. Mais si vous êtes patient et endurant, alors vous triompherez. Dieu vous aidera ou vous mènera à la victoire. Et c'est sur cela que le régime iranien compte. Ils savent que, vous savez, les gens en Israël vont commencer à se plaindre de l'économie. Les gens en Amérique vont commencer à se plaindre de la hausse des prix de l'essence pour les voitures, et ils ne pourront pas, vous savez, faire le plein de leurs voitures. Comme vous l'avez dit, cela a augmenté de 7 ou 0,7 dollars, je ne sais pas. Ils le comprennent. Vous n'entendez pas ce genre de plainte en Iran. Vous n'entendez pas de telles plaintes de la part des djihadistes, parce que s'ils se plaignent ainsi, cela signifie qu'ils ont sapé l'esprit du djihad en eux, qu'il a été affaibli ou brisé. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Il est donc temps de comprendre la mentalité arabe, il est temps de comprendre la culture islamique, la mentalité islamique. C'est vraiment différent et c'est la seule façon de vaincre les djihadistes si vous vous mettez à leur place ou même dans leur esprit et que vous essayez de les comprendre. Essayez de voir les choses de leur point de vue. Et de leur point de vue, provoquer une peur immense parmi leur propre population est absolument essentiel. Et c'est pourquoi vous avez dit à plusieurs reprises dans cette émission qu'à Gaza, tant que le peuple de Gaza, 2 millions, un peu plus de 2 millions, les gens voient qu'il y a un nouveau patron, c'est-à-dire Israël, parce qu'Israël est la seule puissance militaire capable de neutraliser et d'éliminer le Hamas, qui aujourd'hui est plus fort qu'il ne l'était il y a 3 semaines, au début de la et cela juste sous le nez du groupe de surveillance qui se trouve dans le sud d'Israël sous le commandement des États-Unis. Ils sont impuissants. Le Hamas agit sur le terrain tandis que le Conseil de la paix reste à Washington. Le commandement militaire américain est installé dans le sud d'Israël. Le Hamas contrôle la situation sur le terrain. Si vous donnez les ordres et contrôlez, vous pouvez tout faire. Vous pouvez déployer 10 000 policiers, vous pouvez recruter encore plus de nouveaux membres. Vous pouvez imposer et collecter des taxes, interroger, enlever ou même exécuter des gens tout en continuant à fonctionner comme un gouvernement. Vous pouvez aussi piller ou voler l'aide humanitaire qui arrive à Gaza, gagner plus d'argent, vous enrichir et vous préparer à une nouvelle série de combats avec Israël. C'est pourquoi je continue de dire que, d'accord, la guerre avec l'Iran continue, mais gardez les yeux ouverts sur Gaza. N'ignorez pas Gaza parce que c'est très dangereux. Le Hamas peut alors nous surprendre. Il reste là, silencieux, mais je n'exclus pas la possibilité que, vous savez, à tout moment, s'ils reçoivent des instructions du régime iranien, ils puissent lancer une nouvelle attaque surprise contre Israël, donc nous devons rester vigilants. C'est exactement la révolution du régime iranien, c'est d'exporter la révolution et de mobiliser des groupes terroristes dans toute la région, et cela a été sous-estimé. Gaza est un front du régime iranien. Le Hezbollah au Liban est un front du régime iranien. Téhéran, bien sûr, le détroit d'Ormuz-Karg. Nous nous endormons. Des cellules dormantes aux États-Unis. Et en Europe, c'est le chaînon manquant. Nous voyons maintenant les soi-disant attaques individuelles, ici contre une synagogue, là contre une école. Cela ne sort pas de nulle part. C'est quelque chose qui résulte du fait que quelqu'un le dirige ou que quelqu'un l'inspire.
Oui, ce que disent certains cercles en Occident, c'est eh bien, à quoi vous attendiez-vous? Des attaques antisémites sont à prévoir car les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. Mais c'est complètement l'inverse, car le centre juif Amia a été détruit en 1994. C'était il y a plusieurs décennies, si mes calculs sont corrects. Et ils ont aussi fait sauter l'ambassade israélienne à Buenos Aires. Maintenant, ça, c'est typique du régime iranien, une stratégie de terreur, exporter la révolution, exporter la terreur partout dans le monde. D'ailleurs, la récente attaque contre une synagogue du Michigan a été perpétrée, il s'avère, par le frère d'un membre du Hezbollah. Ça, c'est l'Iran. Donc, on peut s'attendre à cette mobilisation du terrorisme mondial, et ce n'est pas parce qu'Israël et l'Amérique ont attaqué l'Iran. Ils le faisaient dès le début. Ils sont revenus en 1979 avec Rouhollah Khomeini, revenu de Paris. Mais dans les années 80, il y a eu beaucoup d'attaques contre l'Amérique en Arabie Saoudite et dans le monde entier. Malheureusement, Dan, il y a beaucoup de gens en Occident, surtout la nouvelle génération, qui sont là à se demander, tu sais, oh, qu'est-ce qu'on a fait pour mettre ces gens en colère? Tu sais, oh, on a dû leur faire quelque chose de mal, c'est pour ça qu'ils sont en colère, c'est pour ça qu'ils mènent le djihad. Ils ne savent pas que le djihad est quelque chose de profondément ancré, enraciné en toi. Ça commence, tu sais, dès le moment où tu nais, quand tu vas à la maternelle, c'est ce que tes parents te disent, c'est l'environnement. C'est un djihad. Le djihad est là. Le djihad ne vient pas en réponse à une provocation ici ou là. Le djihad est là parce que toi, le non-djihadiste, le non-musulman, tu existes, tu es la cible de tout cela. Et il est temps de dire à l'Occident de changer cette mentalité, de la considérer comme quelque chose de profondément enraciné dans cette culture et dans cet état d'esprit. Absolument. Cela se passe au GCFA, le Centre de Jérusalem pour la sécurité et les affaires étrangères, où tu joues un rôle si important en aidant à éduquer les États-Unis et l'Alliance occidentale sur ce qu'est le djihad et pourquoi il est si crucial de comprendre l'ennemi auquel nous sommes confrontés, Khaled. Nous disons cela dans nos conversations privées et publiques depuis des années. Et maintenant, le moment est vraiment venu parce que le djihad explose sur les côtes de l'île de Karg, sur les côtes du régime iranien, sur les plages de Gaza et au Liban. Et donc, nous devons vraiment être très clairs depuis Jérusalem, au cœur du Moyen-Orient, sur ce qu'est cette guerre islamique et comment elle fonctionne. Je vais simplement souligner le fait que notre autre cher ami et collègue, le docteur Harold Rode, est en train de mettre à jour son livre sur la guerre islamique après le 7 octobre en anglais, afin de vraiment analyser et clarifier ce qu'est la guerre islamique, ce qu'est le djihad, pourquoi c'est la longue guerre et comment l'Occident, vous savez, comment Israël et l'Occident peuvent gagner. Mais cela exige patience et détermination. Et c'est un long chemin. Ce n'est pas une approche solutionniste de quoi que ce soit. Et nous, en Occident, surtout en Israël, sommes une société très solutionniste. Regardez notre secteur de la haute technologie. Regardez notre domaine de la haute technologie. Field, ce n'est pas juste la nation des startups, mais celle des solutions. Et la nature du djihad est aux antipodes de celle d'une société orientée vers les solutions. Je veux dire, malheureusement, Israël a finalement payé le prix fort le 7 octobre parce qu'Israël pensait cela. Vous savez, si vous améliorez l'économie, si vous délivrez plus de permis de travail et si vous ne les provoquez pas, entre guillemets, et si vous autorisez l'aide humanitaire et médicale à entrer à Gaza et que vous envoyez même des valises remplies d'argent liquide à Gaza, alors c'est une solution. Ils ne savent pas que c'est acceptable. Vous savez, c'est une solution à court terme, mais cela n'éteint pas le feu du djihad. Le feu du djihad est là. Le Hamas n'a pas été créé pour fournir des emplois aux Palestiniens au chômage. Le Hamas n'a pas été créé en 1987 pour construire des hôpitaux et des écoles. Le Hamas a été créé pour mener un djihad, une guerre sainte, afin d'éliminer Israël et de le remplacer par un État islamique. Et c'est pourquoi je ne cesse de répéter, allez lire la charte du Hamas de 1988. Vous verrez que dans le premier paragraphe, ou probablement dans le deuxième paragraphe, il est indiqué, il cite clairement le fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, qui dit « Israël existera et continuera d'exister jusqu'à ce que l'islam l'anéantisse,
comme il en a anéanti d'autres avant lui. C'est une déclaration très forte. Je veux dire, vous savez quoi? Cette déclaration à elle seule résume toute la question du djihad. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et n'oublions pas que ces mots ont été prononcés euh, au siècle dernier. Ils n'ont pas été prononcés à cause du blocus de Gaza. Ils n'ont pas été prononcés à cause, vous savez, de l'occupation ou à cause des colonies. Ils ont en fait été prononcés. 1928, Hassan al-Banna fonde les Frères musulmans et commence à émettre ce type de déclaration. C'était il y a 100 ans. Et sa voix, ses enseignements, son esprit sont toujours là, et cela ne fait que grandir. C'est ce que nous devons comprendre. Tout à fait. Et cela était aussi largement basé sur Hajj Amin al-Husseini, le premier grand moufti nommé par les Britanniques, premier grand moufti de Jérusalem. Et Hassan al-Banna est arrivé moins d'une décennie plus tard. Et puis, vous savez, nous avons eu son disciple était Saïd Qutb, qui est devenu encore plus radical. Et je dirais que Saïd Qutb était vraiment un précurseur non seulement de la vision plus radicale des frères musulmans, ce qu'ils appellent l'Ikhwan, mais aussi du Hamas. Il était le père du djihad. Saïd Qutb était le père du djihad, l'ancien djihad et le djihad moderne. Point final, il a inspiré Al-Qaïda, il a inspiré Daesh, il a inspiré le Hamas et le djihad islamique palestinien. Allez lire leurs déclarations, lisez leur littérature, lisez leurs chartes, et vous verrez que Saïd Qutb était leur modèle. Chaque mot qu'il a prononcé. Vous soulevez ici un point très intéressant. Et je veux établir une ligne directe, une ligne idéologique et stratégique pour nos téléspectateurs ici. Même si les frères musulmans sont une organisation sunnite et Hassan al-Banna était un dirigeant sunnite et Saïd Qutb, le père du djihad, était sunnite, il existe une ligne qui passe de là à travers le Hamas, qui est une organisation djihadiste sunnite. Je vous invite tous à lire la charte de 1988. Mais comme vous venez de le dire, cela a inspiré stratégiquement, idéologiquement et religieusement Al-Qaïda elle-même. Il n'y a pas une grande différence entre le djihad mondial d'Al-Qaïda et les frères musulmans, passant par l'intermédiaire du Hamas. Qui était l'un des fondateurs du Hamas? Le religieux de Jénine qui a aidé à rédiger la charte de 1988, Azam le Cheikh Abdul Cheikh. Il était l'un des fondateurs, Abdullah Azam al-Qaïda. Il était l'un des fondateurs d'Al-Qaïda et il était palestinien. Et il était le mentor de Ben Laden. Le mentor de Ben Laden. Jusqu'à ce qu'il se brouille, Et puis il y a... Mais vous savez, encore une fois, ce que nous voyons ou ce que nous avons vu au cours du siècle dernier ou même plus, c'est une alliance contre nature entre les musulmans sunnites et les musulmans chiites. Ils peuvent être en désaccord sur tellement de sujets. Ils peuvent être en désaccord sur, vous savez, des questions religieuses. Mais quand il s'agit des non-musulmans d'Israël ou de l'Amérique, le Satan littéral et le grand Satan, ils sont d'accord sur tous ces points. C'est très important de le noter, ils sont prêts à mettre leurs différences de côté. Sinon, pourquoi l'Iran, un pays chiite, soutiendrait-il le Hamas, une organisation sunnite, parce qu'ils ont un objectif commun dans ce cas? Ils ne l'ont pas fait par amour pour le Hamas, ni même pour les Palestiniens. C'est la première chose. Deuxièmement, il y a quelque chose d'important que nous devons tirer de la crise ou de la guerre actuelle en Iran, c'est-à-dire regarder la réaction des pays arabes. Je suis un peu déçu. Je veux dire, ils sont attaqués, publient des déclarations, mais je ne vois aucune réaction concrète. Peux-tu expliquer davantage, Khaled? J'ai des idées, mais je veux les tiennes. Khaled, qu'est-ce qui explique l'hésitation collective de l'establishment sunnite arabe à s'engager? Le président Trump, qu'ils respectent, qu'ils honorent et dont ils ont besoin, ils dépendent de lui. Je parle de l'Arabie saoudite. Je parle des Émirats arabes unis, qui ont été très bons depuis le 7 octobre, mais ni eux. Ils gardent un profil bas. Exactement. Pourquoi ce profil bas? Parce qu'ils sont attaqués. Tous les pays sunnites, dont Oman et les Émirats arabes unis, ont été attaqués. Je pense que c'est l'Arabie saoudite. J'attribuerais cela au fait que les dirigeants arabes, surtout ceux du Golfe, ont peur d'être dépeints, montrés ou de paraître comme s'ils faisaient partie d'une alliance sioniste croisée israélo-américaine. Oui, oui, et vous savez, c'est une accusation très grave.
Et ces dirigeants arabes, je veux dire, ils sont conscients des sentiments de la rue arabe, Oh, que la rue arabe est beaucoup plus radicalisée contre Israël, contre l'Amérique. Ils entendent aussi des voix en Occident qui sont contre cette guerre. Alors ils se disent, pourquoi devrions-nous, nous les Arabes, rejoindre une guerre à laquelle de nombreux Américains et de nombreux Occidentaux s'opposent? Donc les dirigeants arabes marchent sur une corde raide. Ils sont très prudents dans ce qu'ils font. Et je crois deuxièmement qu'ils ont probablement peur. Ils ne savent pas comment tout cela va se terminer. Ils ne voient pas qu'Israël a vaincu le Hamas. Ils voient que le Hezbollah est toujours là. Ils voient que le régime iranien est toujours là. Ils sont très prudents et font ce qu'il faut. Ils ne voient pas Israël et l'Amérique obtenir une victoire décisive. Où est cette victoire contre le Hamas? On nous a dit 3 fois que le Hamas avait été vaincu. Et maintenant, 2 ans et demi plus tard, nous sommes ici à parler de la façon dont le Hamas reprend le contrôle de Gaza. Donc, les dirigeants arabes, ils font en réalité ce qu'il faut, ils veillent à leurs propres intérêts, et je pense que c'est quelque chose de très important. Et cela aura un impact sur l'avenir de tout arrangement à Gaza, parce que s'ils ne vous aident pas en Iran, ils ne vous aideront pas non plus à Gaza. Ils diront que vous êtes faible et n'avez pas atteint vos objectifs. Vous verrez aussi que la force internationale de stabilisation ne fonctionnera pas. Et vous verrez que le Conseil de la paix ne va pas fonctionner. Tout cela restera simplement de l'encre sur du papier. Et les gagnants sont, encore une fois, les terroristes, l'Iran et ses supplétifs. Et c'est très mauvais. ce que j'entends dans vos propos, Khaled, c'est qu'affronter le djihad exige que l'Occident utilise une puissance écrasante, ce qu'il fait. Je veux dire, vous voyez, le secrétaire à la guerre Hexet, dans sa rhétorique et dans les actions militaires de l'Amérique, utilise, je pense, encore plus de puissance que celle mobilisée lors de la guerre de 2003 contre Saddam Hussein. Et il ne s'agit pas seulement de puissance. Cela exige de l'unité, cela exige une définition claire et commune de votre objectif. Mais si vous partez en guerre et que vous n'avez pas défini l'objectif, que vous ne dites pas ouvertement qu'il s'agit d'une guerre contre le djihad, ce n'est pas seulement contre le régime iranien. Le régime iranien n'en est qu'un symptôme. C'est une guerre contre le djihad. Le djihad représenté par les mollahs en Iran, le djihad représenté par ses supplétifs, le djihad représenté par les frères musulmans, par les écoles, les madrasas au Pakistan, c'est partout. C'est comme ça qu'on doit le voir. Et sans être unis, sans présenter une position unifiée, Sans en Occident. en Occident, je parle de l'Occident, et sans montrer que vous savez où vous allez, vous savez, vous n'allez pas gagner parce que votre adversaire vous verra comme faible et confus. Ils comptent sur le temps, convaincus qu'ils jouent pour eux et que Trump finira par partir. Dans 1 an ou deux, dans 2 ans, il ne sera plus là. Donc une autre administration viendra. Ce sera probablement une administration différente, d'un autre parti. Et puis, vous savez, on reviendra en arrière. C'est pourquoi l'Occident doit être très clair. Ce n'est pas la guerre d'Israël et de l'Amérique. C'est une guerre de l'Occident. C'est une guerre de l'Occident, pas contre le régime iranien. C'est une guerre contre le djihad. Le djihad. C'est une guerre de civilisation. Vous pouvez l'appeler ainsi. Qu'importe le nom, pour moi, c'est une guerre contre le djihad. Je ne pense même pas que ce soit une guerre de civilisation ou un choc des civilisations parce que l'autre camp n'est pas une civilisation. Tania les a qualifiés de barbarie. C'est une secte violente. Ce sont des terroristes, tu sais. Culte de la mort. Culte de la mort. C'est une question de mort. Combien de personnes Daesh a-t-il tué? Combien de musulmans? Ils ont tué ceux-là. Ces terroristes ont tué plus de musulmans que d'occidentaux. Dès lors, tu devrais te demander s'ils agissent ainsi envers leur propre peuple. Eh bien, tu sais, quand il s'agit des koufars, des infidèles, ce sera encore pire. Et c'est pour ça que c'est une guerre totale. Il est temps de mobiliser toutes les forces occidentales. Je veux dire, je suis même surpris que les Arabes modérés et les musulmans modérés ne se soient pas joints ouvertement à la guerre américano-israélienne. Je suis encore plus choqué que les gens en Occident, en Europe, ne se soient pas manifestés pour dire « D'accord, maintenant nous voulons faire partie de cela ». Vous savez pourquoi? Je veux vous donner une lecture occidentale de la raison pour laquelle l'Occident ne s'est pas pleinement engagé, parce que la question palestinienne est devenue un tel mème. C'est devenu un tel phénomène, un phénomène psychologique, un phénomène politique, que les gens se disent « si je soutiens l'Amérique et Israël contre l'Iran, je m'associe à deux puissances qui n'ont pas permis l'établissement d'un État palestinien, surtout après le 7 octobre. Et donc, tant que la question palestinienne n'est pas résolue, comment puis-je m'aligner avec ces deux puissances contre l'Iran,
même au prix de près de 50 000 Iraniens innocents qui ont été massacrés par leur propre gouvernement et de 500 000 à 600 000 autres qui ont été blessés par leur propre gouvernement en leur tirant dessus en plein visage. Ces deux puissances, Dan, que tu viens de mentionner, Israël et l'Amérique, ont fait plus pour promouvoir un État palestinien et aider les Palestiniens à obtenir leur propre État que la plupart des pays arabes. Combien d'offres Israël a-t-il faites? Combien de fois les États-Unis ont-ils parlé jusqu'à récemment de la solution à deux États? Même le plan Trump, d'ailleurs, d'octobre, le plan de paix pour Gaza, parle d'une voie vers la création d'un État. Donc ce n'est pas ça, vous savez, c'est ce que l'Occident doit comprendre. Ce n'est pas une question palestinienne. Arrêtez d'utiliser la question palestinienne comme excuse. Il y a un problème plus grave que la question palestinienne. Ça s'appelle le djihad. Je n'arrête pas de le répéter pendant cette discussion. Nous parlons du djihad. Le djihad a certes infiltré la question palestinienne via le Hamas et le djihad islamique palestinien, mais il ne faut pas négliger la situation globale. Et la situation dans son ensemble, c'est que nous faisons face à un djihad mondial, un djihad qui ne vise pas seulement Israël, il vise les États-Unis, il vise les Européens, il vise tous les non-musulmans. Et c'est quelque chose de très important que nous devons garder à l'esprit. Et c'est l'un des objectifs de ce programme, expliquer le Moyen-Orient au monde arabe, au monde occidental, faire comprendre cette mentalité, parler de ces sujets auxquels beaucoup de gens ne veulent pas prêter attention. Il ne suffit pas de lire un article dans le Wall Street Journal écrit par un universitaire arabe installé à Washington. Vous devez voir ce qui se passe réellement dans la rue arabe et musulmane. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un djihad. Et ce djihad est maintenant mené par l'Iran. Auparavant, il était mené par Al-Qaïda, puis par Daesh. Il ne cesse de réapparaître. Il nous explose sans cesse au visage sous diverses formes, mais il est là. Une fois c'est le Hamas, puis c'est le djihad islamique, puis c'est Daesh, puis c'est la Syrie, puis c'est le Liban, puis c'est le Hezbollah. Et nous devons être unis pour combattre cela. Si vous n'êtes pas unis, vous allez perdre. Je vais simplement ajouter un point d'exclamation et vous remercier car je trouve que vous l'avez très bien dit. Khaled Abou Touameh, mon collègue et ami de longue date, cela a été une leçon très importante, la première de nombreuses autres, j'espère, pour exposer le djihad. Merci.